Franchement, désolé. Bonjour, bonsoir à tous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Merci beaucoup d'être présents là ce soir pour notre chère invitée Julie. Je vais faire juste un petit mot d'intro et puis après, bien sûr, je passerai la parole à notre intervenante du jour. Merci encore d'être là. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, petit rappel sur ce petit groupe de discussion et d'échange et d'apprentissage qui s'est monté, qui s'appelle Les 4 Vents. C'est donc notre deuxième session. Et nous nous sommes juste dit, on a envie de se rassembler plus fréquemment pour apprendre sur tout un tas de sujets très variés, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui font partie de plein de disciplines différentes. Pourquoi ? Juste parce que maintenant qu'on est sorti des études, on se sent un peu siloté dans nos domaines respectifs et on a moins d'occasion de rencontrer des gens venant de tout autre horizon. C'est donc l'idée générale de ces 4 vents. Et la première conférence avait été animée par Denis Mirigou et Yann Huttner sur un langage de programmation pour les algorithmes, pour le code civil et pour les codes publics en général. Et donc après un aspect juridique financier, nous passons donc à un sujet plutôt historique. Merci beaucoup Julie d'être là. Pour rappeler l'état d'esprit des 4 vents, c'est vraiment 1 heure d'échange au total, donc 1 demi-heure de présentation, 1 demi-heure de questions, et après pour ceux qui veulent, vous pouvez venir boire un verre avec nous, mais il ne faut pas que les gens se sentent obligés, puisque nous avons tous des vies, et c'est important de savoir dire librement « je rentre chez moi pour dormir ». Donc à l'issue, n'hésitez pas à juste dire « je rentre chez moi pour dormir ». Ok ? Voilà pour le contexte. Je vais donc vous passer la parole à Julie. Julie qui est donc archiviste paléographe, diplômée de l'École nationale des chartes et qui va nous présenter les travaux qui ont constitué le cœur de sa thèse. Trop bien. Et qui coïncide avec en fait la sortie de son livre, de ton livre, n'est-ce pas, sur le sujet. Donc heureuse coïncidence que tu viennes présenter aujourd'hui. Et nous avons notamment dans l'audience des gens qui viennent de la sphère Twitter de Julie, également des amis, donc bienvenue à tous. Et je vous propose des petits applaudissements pour Julie. Merci beaucoup Marc, ça me fait très plaisir d'être là devant vous dans un cadre un petit peu intimiste. C'est pas souvent que ça arrive, donc j'espère vraiment qu'on profitera de ce moment où on est très proches les uns des autres, où il y a peu de monde pour vraiment pouvoir échanger. Donc je sais aussi que vous venez d'horizons tous très très différents, donc à la fin il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, je sais que vous avez tous des cursus très variés et voilà, donc l'idée c'est vraiment de me mettre à la portée et juste de vous expliquer un peu plus ce que j'ai fait durant mon cursus à l'École des Chartes. Donc l'École des Chartes, pour déjà ceux qui ne vous verraient pas ce que c'est une école qui est sur le même modèle que l'ENS, mais qui est vraiment plutôt spécialisée autour des archives et d'histoire en général. Et pour être diplômé de cette école-là, on doit soutenir une thèse d'École des Chartes, qui n'est pas une thèse de doctorat, qui n'a pas le même statut, mais qui est quand même le fruit de 3 années de travail à temps, avec beaucoup de temps et d'heures passées dessus. Et l'objectif de ces thèses, notamment, c'est d'offrir un travail inédit d'archives, donc d'aller lire des archives qui n'ont pas été lues, les lire différemment. Et moi, c'est plutôt l'approche que j'ai eue. Et donc, c'est une thèse que j'ai soumise en 2017, et vous voyez, c'est 4 ans plus tard que cette thèse qui était réservée aux initiés qui avaient accès au rayonnage des archives paraît au grand public. Donc ça me fait très plaisir de vous présenter le fruit de mes travaux. Voilà, et on y va tout de suite. Donc comme vous pouvez voir à ce magnifique titre et à cette résolution un peu bof d'image, moi ma thèse portait sur... en fait, j'ai étudié durant ma thèse la vie quotidienne des personnes qui étaient identifiées comme étant de couleur au XVIIIe siècle, entre en gros 1750 et 1810. Et je me suis focalisée sur un espace en particulier, qui est Bordeaux, la ville de Bordeaux. Donc déjà, petit point de contexte, pour qu'on soit tous sur la même... qu'on ait tous le même background. À l'époque, au XVIIIe siècle, Bordeaux, c'est vraiment le premier port colonial français, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est le premier port en termes de commerce avec les îles, donc c'est le port qui importe et qui exporte le plus. Et par ailleurs, comme vous le savez sans doute aussi, Bordeaux est le premier port de traite, le 4e port de traite négrière en France. Donc en fait, Bordeaux est impliqué dans le commerce colonial de manière de plein de manières différentes.
Et globalement, la prospérité de Bordeaux au XVIIIe siècle, c'est vraiment une prospérité qui se base de manière directe et indirecte sur le fruit du travail des esclaves, de manière directe donc parce qu'ils participent à la traite négrière, et de manière indirecte parce que tous les produits qui sont importés à Bordeaux, comme le sucre, le coton, etc., sont des produits qui ne poussent pas magiquement aux Antilles et qui sont cultivés par une population qui a été mise en esclavage dès la fin du XVIIe siècle. Et en gros, moi, durant ma thèse, je me suis vraiment focalisée sur les 50 dernières années, enfin la deuxième moitié du XVIIIe, parce que c'est vraiment là qu'on a l'apogée du trafic bordelais aux colonies. C'est là qu'on envoie le plus de bateaux, et puis c'est également là qu'on participe le plus à la traite négrière. Donc il y a vraiment une espèce de bulle comme ça économique dans la deuxième moitié du XVIIIe qui va du coup favoriser l'arrivée d'une population très diverse sur les quais de Bordeaux. Je pense qu'on peut le voir un petit peu ici parce que là, pour le coup, la résolution est magnifique, parce que c'est une archive qui vient de Gallica. Donc vous voyez ici une représentation du port de Bordeaux, donc on voit tous les navires qui arrivent, etc. Et au premier plan juste ici, je ne sais pas si vous percevez bien, parce que c'est du noir et blanc et du coup ça ne rend pas très justice, mais on voit une petite fille qui est dans les bras d'une nourrice noire à l'arrière, et devant ce qu'on supposait être ses parents, sa mère, etc. Et donc c'est très intéressant cette gravure-là parce qu'on a vraiment l'aperçu de quelque chose qui était très normal à l'époque et très quotidien, c'est-à-dire voir des personnes noires sur les quais de Bordeaux, mais qu'on a aujourd'hui un petit peu oublié, ou en tout cas auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on pense Bordeaux au XVIIIe siècle. Et moi j'aime beaucoup cette gravure parce qu'on a vraiment cette espèce d'instantané de la vie bordelaise du XVIIIe qui n'oublie pas du tout toute une population que pour le coup on a eu tendance à un peu laisser de côté depuis quelques années. Pareil, pour qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde, je vous rappelle... Oh non, non, j'ai débranché un truc, attends. C'est la catastrophe. Attends, où c'est ça? Donc en fait, je vais arrêter de marcher sur le fil. Non. Je vais juste me mettre ici devant. Depuis le début, il est assez sensible. Bon, du coup, je sais pas si vous voyez ici, en attendant qu'il traficote. En fait, là, je vous ai juste montré les colonies qui est... Ok, ça va revenir. Donc, on va attendre 2 secondes et je vais ne plus marcher. Je vais rester statique. Non, je pense que c'est juste... ouais, il est sensible juste, faut pas, okay. pas toucher la ligne blanche. Bon, ça va. Voilà, tu peux sauter au-dessus. C'est ça. Est-ce que ça arrive? Bon, en tout cas, en attendant, je sais pas si vous voyez bien, mais là, du coup, c'est une petite carte qui vous représente les colonies françaises au XVIIIe siècle. Et normalement, normalement, on voit... Bon, en gros, je vais vous les dire, parce que vous connaissez votre géographie. On va y arriver. Désolée. Il y a toujours des codes techniques, sinon c'est pas une réponse. Ouais, sinon, il faut juste que je balance le... Ok. Bon, en gros, les colonies françaises à l'époque, je vous la fais courte, de manière, je pense que vous savez très bien de quoi on parle. Il y a pas mal de... Enfin, il y a en gros l'empire colonial français, le premier empire colonial français, se stabilise après la guerre de 7 ans. Donc en gros, c'est une première guerre mondialisée où il y a beaucoup de puissances coloniales qui font la guerre pour notamment avoir le contrôle sur les espaces insulaires. Et à l'issue de cette guerre, donc, alors, en 1763, la France a vraiment un premier empire colonial qui est très bien balisé. En l'occurrence, on a des colonies qui sont aujourd'hui devenues départements d'outre-mer, donc la Martinique et la Guadeloupe. On a également la Guyane. Et puis Saint-Domingue, qui est aujourd'hui l'actuelle Haïti. Donc ça, ce sont les colonies antillaises. À côté de ça, on a également quelques comptoirs en Inde qui n'apparaissent pas ici. Et puis, il y a quelques zones de traite négrière où il y a quelques forts, comptoirs, etc. Même si on ne peut pas vraiment parler de... Enfin voilà, on n'est pas sur le même... c'est pas administrativement la même chose. Et puis enfin, on a l'île Maurice et l'île de la Réunion. Et donc ça, ce sont les colonies avec qui échange la France. Et en gros, les personnes de couleur, forcément, qui vont arriver en France, vont venir de ces espaces-là. Donc la grande majorité, à peu près 80%, viennent directement des Antilles. Donc ce sont des personnes qui sont nées sur les îles. La grande majorité viennent de Saint-Domingue, où il y a également beaucoup d'Aquitains qui se sont installés. Donc on a une grosse population de Bordelais ou qui viennent de la région bordelaise qui vivent en Haïti, qui du coup reviennent régulièrement chez eux. Il y a un vrai échange de population qui se fait. Donc voilà, beaucoup de personnes de couleur qui viennent de Saint-Domingue, et puis également une bonne partie aussi de Martinique, de la Guadeloupe, très à la marge de Guyane, à la marge également de l'île de la Réunion et de l'île de Maurice. Et puis enfin, il y a des personnes qui pour le coup sont nées directement en Afrique. Donc ça concerne entre 15 et 20% des personnes de couleur qui arrivent à Bordeaux. Et souvent, le profil est toujours le même, c'est-à-dire que ce sont des très jeunes hommes qui ont entre 8 et 14 ans, qui sont déportés et qui en fait débarquent à peine aux Antilles
peut-être pour quelques jours, voire qu'ils ne débarquent pas du tout. Et l'idée, en fait, c'est juste qu'ils finissent complètement le voyage de traite négrière avec le bateau français et qu'ils débarquent dans les ports bordelais. C'est vraiment une expérience qui est très particulière parce que voilà, c'est vraiment une expérience à part. Donc des jeunes hommes qui sont déracinés, qui sont très jeunes. Et en fait, ça se base notamment sur le principe du droit de pacotille, qui était en fait un droit accordé au capitaine d'un navire négrier qui avait la possibilité de retenir un esclave dans la cargaison, c'est-à-dire de décider que tel esclave serait le sien et de ne pas payer pour ça, et juste en fait de le garder avec lui. Et après en métropole, ce qui se passait, c'est soit ils continuaient à l'avoir à leur service, soit plus souvent en fait ils mettaient en place un système de revente un peu illégal où ils revendaient l'esclave à des élites de la ville avec un échange un peu de peau de main, etc. Donc ça c'est la façon par laquelle, en tout cas les origines géographiques des personnes de couleur qui vivent à Bordeaux. Majoritairement c'est des hommes, en gros 2/3 d'hommes, 1/3 de... Enfin à l'arrivée 50-50, mais ceux qui restent à Bordeaux ce sont plus des hommes que des femmes. Et on est plutôt dans une population qui est jeune, donc qui ont entre 15 et 25-30 ans, moins de très jeunes enfants et moins de très vieilles personnes. On est vraiment dans une immigration jeune. Et du coup, la traversée de l'Atlantique, elle se fait souvent avec un peu toujours le même statut, c'est-à-dire que des esclaves sont choisis pour servir en fait de domestiques durant la traversée de l'Atlantique, parce que c'est une traversée qui dure 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois, qui a des élites qui sont attachées à un certain confort de vie, un certain style de vie, et donc ça fait partie de la norme, en tout cas lorsqu'on a des propriétés aux Antilles par exemple, de faire le retour avec un esclave qu'on a pris de la propriété, pour garantir un certain style de vie qu'après on va continuer également en métropole. Il y a une vraie continuité comme ça de culture entre le mode de vie antillais et le mode de vie métropolitain. Voilà pour l'arrivée. Et globalement, je n'ai pas dit plus important, c'est qu'on estime environ plus de 5000 personnes qui arrivent comme ça à Bordeaux pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc en très très grande majorité des esclaves, c'est vers quoi on va un peu se concentrer pour aujourd'hui, et puis aussi des libres de couleur. Je vous en reparlerai à la fin de la conférence. Donc voilà, plus de 5000 personnes, donc ça représente beaucoup de monde. D'habitude, j'ai un petit dictionnaire pour visualiser ça, qui est un dictionnaire qui est à peu près épais comme ça, qui recense en fait toutes les personnes de couleur qu'on connaît pour le XVIIIe siècle. Ça permet un peu de se rendre compte du nombre de personnes que ça concerne. Voilà, donc voilà pour le contexte, Dima. Et Bordeaux est à combien d'habitants à peu près ? Oui, Bordeaux à l'époque, c'est, si je me rappelle bien, il me semble que c'est 100 000, à l'apogée en tout cas. Donc après, ça représente très très peu de monde. En gros, on parle de 0,05 peut-être quand il y a le plus de monde. Donc c'est vraiment une extrême minorité, mais en fait qui est très visible dans l'espace urbain. Parce que pareil, on en reparlera plus tard, mais c'est des personnes qui sont très présentes dans les plus grands quartiers bordelais, on va dire, dans les quartiers des élites où elles sont employées. Donc ça fait qu'en fait, elles sont très vite repérables. Et même si elles sont quantitativement peu nombreuses, on va dire qu'il y a un certain impact, en tout cas, ça va quand même influencer pas mal de choses et ça va avoir un certain retentissement leur vie sur place. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la traversée de l'Atlantique. Et je pense que je suis déjà trop lente. Ah si, une dernière. Oh, non, moi c'est bon, on passe à la suivante. Ah oui, et ça c'était juste de l'origine des esclaves africains, en gros qui correspondent au comptoir de traite négrier des capitaines bordelais. Chaque ville avait un peu ses zones de traite préférées. Et à Bordeaux, en l'occurrence, c'est la Côte d'Or et la Côte d'Angole. Donc on a beaucoup d'esclaves qui viennent de ces deux régions-là. Dis-moi. Et ça s'organise comment c'est Bordeaux qui envoie les... Ouais, du coup, oui, c'est ça, de manière assez classique. Je pense qu'on le connaît des cours d'histoire quand on était au collège, mais c'est ce qu'on appelle la traite triangulaire. Donc Bordeaux affrète des navires avec des équipages qui amènent tout un tas de produits en Afrique, notamment des armes. Ça peut être aussi des vêtements, ça peut être des bijoux, enfin voilà, plein de productions. Ils échangent ça dans les comptoirs de traite contre les esclaves qui traversent l'Atlantique vers les Antilles. Aux Antilles, ils sont revendus et le retour du coup se fait avec à la fois les produits de la revente des esclaves et puis également au retour les capitaines récupèrent tout ce qui est produits agricoles en fait. Donc ils vont revenir avec tout ce qui est coton, sucre, etc. Donc c'est jamais des voyages à vide en fait. À chaque étape, il y a des produits différents qui sont échangés. Moi, la question qu'on me pose souvent, c'est mais en fait, est-ce qu'on avait le droit... Enfin, en France, on est libre. Ce qui revient tout le temps, c'est mais en France, on n'avait pas le droit d'être esclave. Et ça, en fait, c'est un gros mythe qui découle en fait d'une législation médiévale qu'on cite beaucoup en disant oui, mais en France, il y avait le droit du sol franc, etc. Donc c'était valable, effectivement, à l'époque médiévale, et c'était encore valable au début de l'époque moderne, donc au XVIe et au XVIIe siècle. Mais évidemment, à partir du moment où la richesse du commerce français repose sur le travail des esclaves,
il n'y a plus d'intérêt économique à ce que tous les esclaves qui arrivent en France soient affranchis et soient rendus libres immédiatement. Et donc du coup, dès le début du XVIIIe siècle, on observe la mise en place de législation qui vise en fait à encadrer la vie des esclaves en France et à garantir qu'ils conservent leur statut d'esclave, même après avoir touché le sol français. Donc il y a plusieurs législations, et là, typiquement celle que je vous ai mise, c'est celle de la fin du XVIIIe siècle. Et je pense que vous pouvez voir sur les archives, vous voyez ici, on indique « permettons néanmoins à tout habitant des colonies qui voudra passer en France d'embarquer avec lui un seul noir ou mulâtre de l'un ou l'autre sexe pour le servir pendant la traversée ». Et après, on indique à quelles conditions il peut faire ça. Donc il doit payer une consigne. Il doit également déclarer l'esclave lorsqu'il arrive sur place. Donc voilà, il y a des garde-fous administratifs qui permettent de garantir que l'esclave demeure esclave en débarquant en France. Et c'est ce qui va permettre qu'il y ait autant d'esclaves qui vivent à Bordeaux et dans le reste de la métropole tout au long du XVIIIe siècle. Donc voilà, un point à garder en tête. Pour connaître le quotidien des personnes qui vivent et qui sont esclavisées sur le sol français, on a une source qui est vraiment incontournable en histoire. C'est le recensement de 1777. Donc ça, c'est un recensement qui est ordonné par le pouvoir royal pour lister toutes les personnes de couleur vivant sur le sol français, à la fois des esclaves et des libres. C'est du coup un recensement qui a lieu à l'échelle nationale, donc on en a un pour Bordeaux, mais on en a un pour plein d'autres villes. Et c'est vraiment ce premier document qui nous permet d'approcher à un instant T toute la population noire vivant dans les villes de France. Et donc là, typiquement, vous voyez, on a une liste de tous les esclaves qui ont été recensés à Bordeaux. Donc ça, c'est la première page, mais il y en a 20 comme ça. Donc avec le nom de la personne, l'arrivée en France, leur fonction sur place, la personne à qui ils sont rattachés, et puis comment est-ce qu'on les a achetés, en fait, très prosaïquement. Et c'est vraiment cette source qui est la principale aujourd'hui pour connaître le vécu de ces personnes-là. Et donc voilà, c'est plus ou moins lisible, mais globalement, ça se lit très facilement quand on a l'habitude un peu des archives, c'est pas le plus compliqué. Et donc du coup... Le symbole, là, c'est idem. Ouais, idem, exactement, idem. En fait, là, c'est marqué Bordeaux, et là, c'est idem qui est déroulé partout. Donc la domestique idem, apprenti qui est idem, domestique, etc. Et du coup, ça me permet très facilement de rebondir sur la suite, c'est qu'en fait, la majorité des esclaves, de la même manière qu'ils étaient domestiques sur les bateaux, ils sont également domestiques lorsqu'ils sont sur place à Bordeaux. Donc souvent, d'ailleurs, on a juste la mention domestique, une mention qui peut vouloir dire tout et... Enfin, qui dit juste qu'on est au service de quelqu'un, mais c'est compliqué de voir derrière les actions très concrètes qu'on faisait au quotidien. Malgré tout, on a d'autres sources qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus. Ce qu'on sait, c'est que les hommes étaient plutôt employés dans des fonctions de représentation, notamment lorsqu'il y avait un service qui était fait, enfin un dîner qui était tenu, donc avec des maîtres d'hôtel par exemple, également des fonctions de représentation lorsqu'on prend la voiture, donc il y avait des postillons qui étaient sur les voitures et sur les carrosses. Donc voilà, des fonctions de représentation pour les hommes. Et les femmes, on avait plutôt des fonctions assez classiques de nourrice par exemple, ou de bonne d'enfant. D'ailleurs, souvent elles sont un peu plus âgées que les hommes aussi. Donc voilà, un peu la variété de fonctions que le mot domestique cache. Ce qui est également important de savoir, c'est que ces domestiques-là, ils sont employés majoritairement vraiment dans les grandes maisons bordelaises, donc par des élites financières, économiques, politiques, etc. Mais qu'on a également toute une petite partie de la population qui veut se rapprocher de ce mode de vie des élites et qui va donc du coup adopter ces codes et également avoir recours à des esclaves pour le travail quotidien de la maison. C'est notamment le cas de quelques petites bourgeoisies, plus on va dire petites bourgeoisies administratives ou des avocats, enfin voilà, quand même des métiers qui ont un petit peu moins de prestige, c'est pas tout le temps des négociants ou des grands propriétaires de colonies. Et dans ce cas-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont souvent recours à une femme assez âgée, qui en fait, on sans doute fait sans doute office de bonne à tout faire au sein de la maison. Donc il y a aussi comme ça une espèce de... Les fonctions vont changer aussi en fonction de tout simplement là où est employé l'esclave. Dans les grandes maisons, on a la possibilité d'avoir beaucoup de personnel, donc ça va être des fonctions assez ciblées, assez spécialisées. Et puis par contre, quand les personnes sont employées dans des plus petites maisons avec moins d'argent, souvent on fait tout en fait, le ménage, la cuisine, etc. Donc ça c'est pour les esclaves domestiques vivant à Bordeaux. D'ailleurs je pense que je vous avais mis quelques petites images. Donc là ça c'est typiquement le portrait typique d'un propriétaire d'esclaves bordelais. La Fonda des Bas, ce sont une famille de négociants qui a fait beaucoup de bateaux colonies, qui a également une grosse activité de traite négrière. Et donc eux typiquement ils ont plusieurs esclaves recensés dans leur maison à Bordeaux en 1777. Après, du coup, je vous ai mis d'autres exemples typiques. Donc, c'est l'esclave de représentation,
qui peut être plus ou moins jeune. Là, en l'occurrence, ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer l'importance des jeunes esclaves, donc vraiment des jeunes adolescents ou des grands enfants, qui sont souvent, qui ont une vie qui est assez compliquée parce qu'en fait, c'est un peu des espèces de poupées qui sont pas mal humiliées. Il y a aussi, on s'en doute, des cas d'abus sexuels sur ces jeunes garçons. Donc voilà, il y a aussi une mode de l'enfant qui a pu être un petit peu, je pense, dans l'historiographie rendue un peu mignonne, on va dire, entre guillemets. Mais en fait, la réalité, elle n'est pas du tout mignonne. On est vraiment dans une exploitation d'un enfant par des personnes adultes. Et puis donc là, le dernier cas, c'est le cas de la nourrice. Parce que vous voyez qu'on a une famille très classique, tout ça. Et puis à l'arrière, on constate qu'il y a une dame d'origine africaine. Voilà. Et donc là, typiquement, quand je vous parlais des abus des personnes blanches sur les personnes noires, c'est des abus qui sont très compliqués à percevoir dans les archives, parce qu'en fait, souvent, on n'en est pas au courant. Les seuls moments où on est au courant, c'est quand ces abus-là sont portés devant la justice, pour X raison ou pour Y, et que l'esclave a la possibilité de parler et de dire, voilà ce qui s'est passé très concrètement, on m'a battu, on m'a privé de nourriture, etc. Et ça n'arrive pas tous les 4 matins. Mais on a l'exemple, par exemple, de Zamor. Alors là, c'est pas un cas bordelais, mais c'est un très bon exemple, donc je vous l'ai mis quand même. Zamor, c'était l'esclave de la princesse du Barry, donc une figure très connue. Et pendant très longtemps, il y avait vraiment ce portrait de Zamor c'était un enfant privilégié parce qu'il a été déporté. Oui, mais on lui a appris à lire, on lui a appris à écrire, on l'habillait bien. Et en fait, quand on écoute la parole de Zamor, lui, ce qu'il dit, c'est on se servait de moi, on m'humiliait, on se moquait de moi. Il sous-entend aussi qu'il y a peut-être des abus sexuels. Et lors de la Révolution, par exemple, il va complètement tourner le dos, enfin, il ne va pas du tout soutenir la vie de Barry. Il va vraiment tourner le dos à ça et faire un réquisitoire pour expliquer les années qu'il a vécues à la cour sous ce statut-là. Donc voilà aussi, c'est la réalité forcément des relations entre maître et esclave, mais c'est important de le rappeler parce qu'en fait on ne le voit pas beaucoup dans les archives et malgré tout, enfin là c'est important de le dire. Vraiment. Ce qui est aussi compliqué avec la situation des esclaves en France, et ce qui rend aussi complexe une recherche pareille, c'est qu'en fait il n'y a pas une situation similaire. Il y a des esclaves qui sont vraiment victimes de beaucoup d'abus. Il y a aussi des esclaves qui, parce qu'ils sont en métropole, ont un espace de liberté qui est un petit peu plus étendu, qui par exemple vont voir le dimanche de libre et vont rencontrer d'autres esclaves dans les rues de Bordeaux. Donc on a un peu tous les éventails possibles, et c'est compliqué parce qu'on a assez peu d'archives décrivant tout ça, de savoir dans quelle proportion, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on était plus dans une situation de maltraitance et de domination, est-ce qu'on était plutôt dans une situation de laisser vivre, on va dire. Moi je suis plutôt partisane que la première situation était sans doute plus répandue que la deuxième. Mais en tout cas, il y a tout ce panel-là de relations avec le maître. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les esclaves ne sont pas des personnes qui étaient passives, que ce soit aux Antilles, sur les bateaux de traite négrière ou à Bordeaux. Il y a beaucoup d'entre eux qui vont se défendre et qui vont essayer d'être libres par tous les moyens. Et à Bordeaux, comme ça, on a plusieurs cas de jeunes Africains qui fuient à partir du moment où ils ont mis le pied dans la ville, après quelques semaines. Souvent d'ailleurs, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment de lien qui ne parlent pas le français, qui ne connaissent pas bien la société sur place, et qui donc vont vraiment fuir pour obtenir leur liberté. Donc là, par exemple, c'est un cas d'avis de recherche, en fait, qui a été publié dans les journaux bordelais, où en fait on va énumérer, on va faire une description assez détaillée de l'esclave pour tenter de le retrouver. Et donc là, on retrouve vraiment un peu le portrait type d'un esclave à Bordeaux. En l'occurrence, c'est un homme. Il est africain, il est âgé de 14 ans, on l'a vêtu d'une livrée, ce qui indique qu'il était on l'a vêtu d'une livrée, il était en apprentissage également. Donc ça, c'est un peu un portrait assez classique d'esclaves vivant à Bordeaux. Et puis aussi à la fin, on a la référence, même si c'est pas clairement dit Monsieur Vincent et son maître, mais en l'occurrence on le sait parce que d'une part, on a une étampe qui a été apposée sur l'esclave. Donc ça, c'est très typique, en fait, c'est une arc au fer rouge qui est appliquée sur le torse notamment, pour pouvoir identifier un esclave lorsqu'il est en fuite. Donc là, en l'occurrence, le nom sur le torse correspond au nom qu'il y a ici. Et puis, le sieur Vincent a vraiment, pareil, le profil type du propriétaire d'esclave. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui a un lien avec les colonies, qui, on se doute, peut-être également des propriétés aux colonies. Donc ça, voilà, c'est vraiment le profil type parfait. La deuxième manière d'obtenir sa liberté, outre la fuite, ça va être par l'affranchissement. Là, cette fois-ci, c'est pas quelque chose que l'esclave peut en partie le précipiter, mais globalement, ça va être le fait du maître qui va décider
que tel esclave aura sa liberté. Souvent, c'est pour le récompenser de services, donc ce ne sont pas des affranchissements qui arrivent lorsqu'on a 5, 6, 7, 8 ans. Souvent, c'est des affranchissements qui arrivent lorsqu'on a 40, 45, 50, 55 ans, donc c'est vraiment des affranchissements sur tard. Ce qui présuppose aussi tout un tas de difficultés, une fois qu'on est rendu libre et qu'on a déjà toute sa vie qui est derrière soi, qu'on n'a pas appris à faire grand-chose d'autre qu'être domestique, par exemple. Donc être affranchi, c'est pas toujours synonyme d'une vie rose derrière. Il peut vraiment y avoir des difficultés qui se posent à l'ancien esclave pour trouver du travail, pour trouver de quoi se nourrir, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'affranchissement, ça demeure le mode le plus courant à Bordeaux, en tout cas pour obtenir sa liberté. C'est un affranchissement qui peut se faire soit par testament, donc sur son lit de mort, le propriétaire a des remords et décide d'affranchir un esclave, soit aussi par contrat devant le notaire. Donc on se rend chez le notaire et on explique qu'on veut libérer telle personne. Là, par exemple, on a l'exemple avec Marie-Thérèse Rennes, qui est donc une esclave qui a 36 ans, qui est née sur l'habitation de la famille, donc qui a passé toute sa vie avec cette famille-là. Et donc, du coup, elle est affranchie, mais vous voyez ici qu'on a un petit addendum, et ça c'est très fréquent sur les actes d'affranchissement, c'est-à-dire qu'on dit je te rends ta liberté à quelques conditions qu'il va falloir que tu remplisses, parce qu'on fait rarement ça par benevolence, c'est pas le mot, mais j'ai plus le mot français, on fait rarement ça par bonté de cœur, complètement désintéressée. Et donc là, en l'occurrence, cette personne-là, elle n'obtiendra sa liberté que lorsque sa propriétaire sera décédée. Donc ça peut être une liberté qui arrive dans 2 ans, qui arrive dans 10, qui arrive dans 15. Là, en l'occurrence, Marie-Thérèse Rennes, elle est assez chanceuse puisque le décès arrive 2 ans après. Mais ça peut vraiment être beaucoup plus long. Et des fois, il est clairement indiqué, la liberté sera rendue dans 10 ans. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, il y a un peu ce statut, on est toujours esclave, on sait que la liberté va arriver, mais on doit toujours faire profil bas, a priori, pour ne pas pouvoir se voir retirer ce droit-là. Donc l'affranchissement, c'est pas que quelque chose de purement désintéressé, c'est aussi un rapport de pouvoir entre les élites et les esclaves, qui ne joue pas toujours à l'avantage des esclaves. Toujours est-il que on a donc des personnes, donc on a 80% d'esclaves à Bordeaux, et puis on a 20% d'une population qu'on appelle libre de couleur. Donc c'est un terme qui est hyper commode pour les historiens, qu'on utilise beaucoup, mais qui n'est pas très compris des personnes hors de la sphère. Mais c'est très simple en fait, ce sont donc des personnes qui sont identifiées comme étant descendantes, et aux origines africaines, mais qui sont libres, soit pour 2 raisons. Comme on l'a vu, ça peut être des esclaves qui ont été affranchis. Et la deuxième raison également, c'est d'être libre de naissance, notamment avoir une mère libre. Et c'est notamment le cas des esclaves, des libres de couleur de 2e ou 3e génération, donc qui naissent par exemple d'une mère métisse qui a déjà été libérée ou qui naît d'une mère esclave qui a été libérée. Donc les libres de naissance, ils sont plutôt c'est plutôt des populations métissées. Et donc il y a ces 2 catégories de populations qui sont à Bordeaux, des affranchis et des libres de couleur. Et peut-être déjà, quand je vous explique tout ça, vous sentez toute l'ambivalence et la variété qu'il y a derrière ce titre libre de couleur. Parce qu'entre des affranchis qui deviennent libres à 60 ans et des libres de naissance qui sont libres depuis qu'ils sont nés et qui ont accès à des ressources économiques différentes, il y a vraiment, vraiment un monde. En l'occurrence, à Bordeaux, il y a un peu 3 types de libres de couleur. Le premier type, c'est celui que je vous ai déjà expliqué rapidement, c'est celui des esclaves affranchis, plus ou moins tardivement, et qui souvent vont en fait garder le même emploi qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient esclaves, donc ils vont rester domestiques. Et c'est une population qu'on peut notamment percevoir dans les journaux parce qu'ils vont passer des annonces en disant qu'ils cherchent du travail, en énumérant leurs qualités, en énumérant ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc là, c'est par exemple le cas d'une annonce en 1777. Il y a donc un noir libre qui explique vouloir se placer en qualité de domestique. Il énumère, donc il s'est rasé, peigné, servir la table, et il donne une référence, donc a priori, soit la personne chez qui il est logé, soit la personne qui l'emploie à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une population qui est du coup plutôt précaire, parce qu'elle va changer régulièrement d'employeur, parce que les gages domestiques, ce ne sont pas des gages mirobolants. Donc voilà un premier type de libres de couleur à Bordeaux. Le deuxième type, c'est les libres de couleur qui ont pu acquérir d'une façon ou d'une autre un talent qu'ils vont mettre au service de leur propre commerce. Donc ça se fait parce qu'en fait, il y a pas mal d'esclaves ou de libres de naissance qui sont envoyés à Bordeaux pour apprendre un métier. Alors quand je dis pas mal, c'est nettement moins que les esclaves qui arrivent comme domestiques, mais en tout cas, il y a des arrivées régulières, quelques petites dizaines chaque année de jeunes garçons, quelques filles aussi, qui sont envoyés à Bordeaux pour apprendre un métier. Souvent, ça va être cuisinier, perruquier, ça peut être charpentier, serrurier, forgeron, bref, plein de choses. Et soit lorsque les esclaves sont affranchis, soit parce qu'ils sont libres, ils vont mettre du coup ces talents-là qu'ils ont appris
au service de leur propre commerce. Il y en a deux qui sont très répandus à Bordeaux, c'est la perruquerie, donc être perruquier indépendant. Le deuxième, c'est être cuisinier indépendant. Ça, c'est peut-être le plus important à Bordeaux. Et on a comme ça à Bordeaux plusieurs cas de cuisiniers qui ont leur propre auberge. Du coup, des cuisiniers souvent africains qui sont en Afrique et voilà, qui, après avoir été affranchis, mettent au service de leur commerce ce qu'ils ont appris à faire lorsqu'ils étaient esclaves, en l'occurrence savoir cuisiner, etc. Donc ça, c'est une deuxième catégorie de population qui, du coup, a une aisance économique supplémentaire. On ne parle pas vraiment d'une aisance mirobolante, mais souvent, ça se chiffre à plusieurs centaines de livres de revenus par an. Donc c'est aussi une population qui va pouvoir souvent s'établir, avoir des enfants, se marier. Donc voilà le deuxième type de libres de couleur. Et le troisième type, en fait, ce sont les libres de couleur qui appartiennent aux élites. Là, pour le coup, le profil est toujours le même. Ce sont des libres de naissance qui sont nés souvent de l'union d'une mère noire ou métisse avec un père blanc, qui du coup, dès leur naissance, vont avoir accès à une éducation, vont avoir accès à des ressources économiques. C'est une population qui souvent a également des propriétés aux colonies, et donc également des esclaves aux colonies. Donc on a aussi une ambivalence sur le statut des libres de couleur et des libres de naissance. Là, on y a un peu les deux types qu'on trouve à Bordeaux. En l'occurrence, à Bordeaux, on trouve pas mal d'héritières, donc de femmes qui sont nées libres et afrodescendantes aux Antilles, et tandis que leurs frères restent sur place et des fois font des allers-retours en métropole, mais assez courts, puis reviennent gérer la plantation aux Antilles. Elles, il arrive du coup qu'on les envoie en métropole pour se marier et faire un bon mariage. Elles restent là-bas et elles vont vivre des rentes qu'elles ont et des propriétés qu'elles ont aux Antilles. Le deuxième profil, c'est plutôt du coup les hommes, comme je viens de vous le dire. Et à Bordeaux, par exemple, on a une famille qui est très connue qui s'appelle la famille Raymond, notamment parce qu'ils ont joué un rôle durant la Révolution. Et donc on a le fils Raymond, qui est identifié comme étant carteron, donc ça veut dire que sa grand-mère était esclave, qui arrive avec toute sa fratrie à Bordeaux. Ils vont être éduqués à Bordeaux. Les garçons repartent assez vite, au bout de 3-4 ans, avec les filles d'ailleurs, mais les filles, elles reviennent 2 ans plus tard. Il y en a une, du coup, qui va être établie à La Rochelle et à Toulouse, et l'autre qui va être établie à Bordeaux. Et donc on a vraiment cette famille de libres qui est des deux côtés de l'Atlantique, avec les frères qui gèrent les propriétés de colonies et les sœurs qui vivent de leur rente à Bordeaux. Malgré tout, ce qui est assez intéressant au niveau des libres de couleur, c'est de constater qu'il y a certains réflexes sociaux pour se démarquer de la population esclave qui sont un peu toujours les mêmes. Le premier, c'est de se marier. Parce que même si le mariage n'est pas interdit pour les personnes esclavisées, il est fortement compliqué. On est plutôt dans des situations de concubinage. Et donc le mariage, ça va quand même venir acter une situation de liberté. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que les libres de couleur se marient. Donc les libres de naissance, ils se marient, je veux dire, dans la suite, comme n'importe qui. Ils ont 30, 40 ans, ils se marient. Les affranchis, souvent, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'ils sont affranchis, 1 ou 2 ans plus tard, ils se marient, même s'ils ont 50 ans, même s'ils ont 55 ans, même s'ils ont 60 ans. Donc on sent que c'est vraiment un marqueur social hyper important pour se démarquer des esclaves. Ce qui est également important, du coup, c'est l'autre chose, c'est aussi d'avoir une éducation, ou en tout cas savoir signer. Pareil, c'est pas interdit aux esclaves, mais c'est très compliqué. Donc savoir apposer sa signature, savoir un petit peu lire, écrire, c'est hyper essentiel. Et pareil, on observe qu'on a des libres de naissance qui vont apprendre ça très jeunes, et des affranchis qui ne vont apprendre ça que lorsqu'ils sont affranchis. Et donc c'est intéressant de voir que ce sont vraiment des marqueurs très forts de liberté qui vont être partagés par tous, quelle que soit l'aisance économique de ces libres de couleur vivant à Bordeaux. La deuxième chose qu'il est important de savoir, c'est que ces libres de couleur-là, ils vont s'identifier au sein de l'espace bordelais, notamment les affranchis qui sont assez isolés, donc qui ont été soit déportés d'Afrique, qui ont coupé tout lien avec leur famille, soit qui ont été amenés des Antilles et qui de la même façon ont été coupés de tout lien avec les personnes qu'ils connaissaient sur la plantation. Donc quoi qu'il en soit, ce sont des personnes complètement isolées en métropole et qui restent relativement isolées lorsqu'elles n'appartiennent plus à une famille. Et donc ces affranchis-là, c'est assez intéressant parce qu'on les voit vraiment nouer des liens entre eux. Ils vont notamment être présents au mariage, au baptême des enfants des uns des autres. Et tout ça va surtout se passer autour d'une paroisse, qui est la paroisse Saint-Seurin, qui est celle-ci. Pour les non-bordelais, du coup, c'est... Bon, même pour Bordeaux, il faudrait retourner la carte comme ça. Et en fait, c'est à l'ouest de Bordeaux, c'est juste ici la paroisse Saint-Seurin. Et c'est vraiment la paroisse qui est la plus fréquentée par les libres de couleur, en tout cas par les affranchis, parce que c'est un quartier un peu populaire, où c'est facile d'avoir une maison, c'est moins cher qu'ailleurs, et où du coup, on va beaucoup les voir dans les actes, s'aider mutuellement. Donc là, par exemple, on a un extrait d'acte, je vais donner la référence en bas, mais c'est pas grave. Donc on indique, le même jour a été baptisé Joseph, né la veille, fils du cuisinier Laurent Tarquin, noir libre et de Marie-Rose, noir libre également de cette paroisse. Et on voit qu'en fait, il l'énumère
les parrains, et à chaque fois les deux parrains en tout cas, enfin le parrain et la marraine, ce sont des noirs libres également. Donc Joseph Neptune et Marie Grignan, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment une entraide qui se met en place, et c'est notamment prégnant dans les années 1780, on va dire. C'est vraiment une décennie où il y a plus de libres à Bordeaux, soit parce qu'il y a eu des affranchissements, soit parce qu'il y a beaucoup d'arrivées de libres tout court à Bordeaux. Et cette décennie-là, on va vraiment se mettre des liens, on va vraiment se tisser des liens assez forts au sein de cette communauté noire. Et ça va être vraiment déterminant à la Révolution. Parce qu'à la Révolution, ces personnes-là se connaissent et vont du coup pouvoir avoir une voix plus grande que si elles étaient restées isolées. À Bordeaux, en l'occurrence, c'est vraiment une ville qui est hyper... qui bouillonne vraiment lors de la Révolution. Et on nous demande tous les enjeux autour des personnes de couleur. Dès 1789, par exemple, on a vraiment un événement qui est unique en France, pas dans le bon sens du terme, mais unique quand même. On a une manifestation de domestiques blancs à Bordeaux qui demande des acquis sociaux et qui demande aussi qu'il n'y ait plus de domestiques noirs qui sont accusés de voler le travail des domestiques blancs. Donc déjà, on sent que dès juillet 89, il y a de gros enjeux autour de la question des personnes de couleur vivant à Bordeaux. Bordeaux va en plus être vraiment à la croisée de plein de révolutions différentes. La révolution qui se passe à Paris, assez logiquement, mais aussi la révolution qui se passe aux Antilles, parce qu'au même moment, les idées égalitaires parviennent également aux personnes de couleur qui vivent aux Antilles. Et elles vont logiquement suivre le mouvement, réclamer leurs droits. Il y a pas mal de révoltes d'esclaves également qui ont lieu à Haïti. Et du coup, Bordeaux est vraiment à la croisée de ça parce qu'elle va recevoir les nouvelles de ce qui se passe en Haïti, elle va recevoir les nouvelles de ce qui se passe à Paris. Donc vraiment, ça bouillonne. Et on le voit bien, l'apex, on va dire, le summum, c'est en 1794. Donc c'est l'année de l'abolition de l'esclavage, de la première abolition de l'esclavage. Il y a un phénomène qui pour l'instant n'est connu qu'à Paris et du coup maintenant à Bordeaux. Peut-être dans d'autres villes si on fait des recherches, mais pour l'instant c'est les deux seuls cas. On va avoir des citoyens de couleur qui vont s'autoproclamer citoyens de couleur et qui vont constituer un groupe qui va aller devant la constituante, qui est à l'époque l'hôtel de ville, on va dire, et qui va en fait féliciter les élus pour l'abolition de l'esclavage et qui va demander à ce qu'ils soient envoyés à Paris pour faire ces mêmes félicitations à l'Assemblée nationale. Et donc ça veut dire qu'en fait on a des personnes de couleur qui se connaissent, qui sont politisées entre elles, qui vont élire des personnes qui vont aller à Paris. Et après, on a comme ça un groupe de 3 personnes de couleur qui vont à Paris. En l'occurrence, c'est une personne africaine qui tient une auberge à Bordeaux, enfin même un hôtel qui est très très réputé, qui s'appelle Casimir Fidèle. Et puis 2 libres de naissance, Dubourg et Salmon. Et l'hôtelier, c'est Casimir Fidèle. Et donc les 3, ils montent à Paris et ils vont féliciter les députés. Ils vont rester là plusieurs jours, ils vont rencontrer les élus de la commune, etc. Donc on a là vraiment une dernière... Enfin, on voit vraiment comment les années 1780 ont été primordiales pour aider les personnes libres de couleur à se connaître, à se mettre en relation les unes avec les autres, et au final à avoir une place lors de la Révolution bordelaise, même si pour le coup c'est pas trop connu. Et donc c'est plutôt vers ça maintenant que mes études se dirigent. J'ai beaucoup étudié la communauté noire pour le 18e, les relations, les esclaves libres de couleur, etc. Et moi maintenant je m'intéresse plutôt en gros à comment toutes ces personnes-là qui sont déjà là sur le sol français au XVIIIe siècle vont se politiser et vont trouver une voie lors de la Révolution avec des pétitions, avec plein de choses. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu parce que j'ai pas regardé l'heure comme d'habitude, mais je pense qu'on devrait être bon. Merci à tous en tout cas. Voilà, et du coup le livre s'appelle Bordeaux Métis, je crois que je vous l'ai mis là. Voilà, Bordeaux Métis, c'est exactement ce que je vous dis ce soir, donc si vous voulez vraiment vous simplifier la vie, je pourrais vous dire de ne pas l'acheter, mais c'est pas mon intérêt. Mais en gros, vous y retrouverez vraiment quasiment par ordre chronologique tout ce que je vous ai présenté ce soir, avec évidemment plus de précision, des références d'archives, tout ça. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus, vous pouvez le trouver, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, à la FNAC, tout ça. Merci à tous. Et du coup, je suis là pour des questions. Bon, je ne sais pas comment on fait d'habitude, si vous voulez que je me pose, que je reste là de manière très concentrée. Eh bien, tu peux t'asseoir. Ouais, je veux bien m'asseoir, j'avoue. Ouais, carrément, pas de problème. Et je propose du coup d'ouvrir la séance de questions pour... Mais oui, carrément, on va voir, je t'en prie.
hyper intéressant. Franchement, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que le travail de recherche que tu fais n'est pas un travail de... enfin, c'est vraiment un travail d'archive, quoi. On t'imagine déblayant énormément de choses qui n'avaient pas encore été... Ça, je poserai une seconde question là-dessus. Peut-être la première question, c'est quelle était la motivation des familles à affranchir leurs domestiques noirs? Souvent, il y a pas mal de motivations religieuses, c'est-à-dire que l'esclavage était... il y avait quand même pas mal, comment dire, enfin voilà, autour de la... Enfin, je vais m'exprimer. Il y avait quand même pas mal de critiques de l'esclavage, notamment venant de l'Église, en tout cas disant qu'il fallait que les esclaves soient mieux traités, etc. Donc il y avait quand même conscience que ce qu'on faisait, c'était pas complètement moral. Donc notamment le fait qu'il y ait autant de testaments, enfin qu'il y ait autant d'affranchissement sur les lits de mort, ça signifie bien quelque chose, c'est qu'on se rend bien compte que ce qu'on fait, c'est pas 100% moral. Déjà aussi à l'époque, c'est en train de rappeler que l'esclavage n'était pas considéré comme quelque chose de parfaitement normal et ancré dans les mœurs. Dès le XVIIIe siècle, on a des critiques de l'esclavage qui viennent de livres de couleur, qui viennent d'intellectuels blancs aussi, qui expliquent que mettre en esclavage d'autres populations, c'est pas moral, c'est pas chrétien, etc. Donc il y avait cette première raison-là. La deuxième aussi, c'est qu'il y avait un petit peu, je pense, ce côté paternaliste, en fait, d'attitude des élites avec n'importe quel domestique, c'est-à-dire qu'on a autour de soi des gens qui travaillent pour nous, et qu'on estime qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont bien été fidèles. C'est un petit peu un truc assez classique. Alors, pour les domestiques libres, on donne de l'argent, on va de temps en temps, voilà, on donne voir une propriété ou on alloue une rente. Et du coup, pour les domestiques esclaves, eh bien, on affranchit. Ça fait un peu partie de cette posture aussi-là, du maître qui est vraiment le père d'une famille. Il y a vraiment une posture très paternaliste envers les domestiques, quels qu'ils soient. Je pense que ça rejoint ça. Voilà, les raisons pour affranchir. Et puis aussi parce qu'il y a des liens qui pouvaient se nouer. On l'a vu, donc des fois c'est des liens de domination, d'oppression. Des fois aussi on se doute c'est des liens qui sont beaucoup plus complexes. On a le cas par exemple de nourrices qui vont vivre 25 ans à Bordeaux, qui vont élever tous les enfants de même famille. Donc elle va élever, c'est Marie Frigière, elle va élever 15 enfants qui ne sont pas les siens. Et elle va vivre à Bordeaux de ses 20 à ses 50 ans. Et à la fin de sa vie, à ses 45 ans, on l'a franchie et on se doute bien qu'elle a noué des liens particuliers avec les enfants de la famille du propriétaire. Puisque elle-même, elle demande d'ailleurs à rester, à finir ses jours en fait, avec une des enfants qu'elle a élevés. Donc voilà, c'est tout ce tas de raisons-là qui ne sont pas toujours faciles à expliquer. Mais souvent, en fait, la raison qui est avancée, c'est « je vous affranchis pour votre zèle », enfin, affranchi pour son zèle et sa fidélité. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'affranchissement est conçu comme une récompense pour l'attitude de quelqu'un. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. S'ils restaient dans ces familles-là, au moment de leur mort, qu'est-ce qui se passait? Il y a des sépultures à Bordeaux d'anciens esclaves. C'était les familles qui prenaient en charge Ça, c'est une très bonne question. C'est compliqué à savoir. Parce que j'ai pas trop étudié pour l'instant les registres de décès. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'on a des personnes qui meurent esclaves et qui sont inhumées à Bordeaux. A priori, pas de cimetière à part. Elles sont vraiment inhumées avec le commun des mortels, j'ai envie de dire, parce que ce sont des personnes baptisées, donc elles n'ont pas droit à de traitement différencié, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Souvent, j'ai l'impression que c'est plutôt une inhumation qui est prise en charge, comme souvent pour des personnes un peu précaires. C'est pris en charge en fait par la paroisse. De la même façon qu'on peut avoir des mariages, parce qu'il faut payer normalement quelque chose pour se marier, par exemple, ou pour les baptêmes aussi. On va marquer gratis à côté dans la mention de marge. Donc ça veut dire que les frais ont été pris en charge par la paroisse, par exemple. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question et ça nécessiterait, je pense, de fouiller plus amplement les archives. On a aussi pas mal d'esclaves qui meurent à l'hospice, donc ils sont envoyés parce qu'ils sont malades à l'hôpital et en fait ils y meurent parce que les hôpitaux à l'époque c'est plutôt des mouroirs que des vrais espaces de traitement. Donc là, ils sont enterrés du coup, dans le cimetière de l'hôpital. Et puis lorsque c'est des personnes qui sont libres, et du coup, c'est la famille qui s'en charge. Notamment dans le cas de décès de jeunes enfants, par exemple, dans des couples libres de couleur, c'est les parents, logiquement, qui vont enterrer leur enfant, qui vont se charger des frais, etc. Voilà. Ouais. J'ai deux questions. La première, c'est comment tu en es arrivé à étudier ce sujet-là, qui par ailleurs est passionnant. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment, concrètement, c'est quoi le travail d'historien, comment tu travailles dans les archives, etc. Oui, tout à fait. Alors, pour la première question, comment j'en suis arrivée là? À la base, c'était une simple curiosité, c'est-à-dire que j'étais allée à Londres, à Bristol notamment,
qui est un grand port négrier aussi, un ancien grand port négrier. Et j'avais constaté qu'ils avaient un super musée pour revenir sur toutes ces questions-là, avec notamment une très belle section consacrée aux personnes libres, aux personnes de couleur vivant dans le port. Ça m'avait passionnée et je m'étais dit en rentrant tout de suite, je veux vraiment en savoir plus. Qu'est-ce que nous on avait en France, parce que c'est évident qu'on avait les mêmes choses, puisque on est également une puissance coloniale, on est dans les mêmes flux économiques, etc. Donc c'est évident qu'on a quelque chose. Et en fait, j'étais assez déçue. J'arrivais pas vraiment à trouver beaucoup d'informations. J'avais trouvé une synthèse sur la question, qui est la synthèse d'Éric Noël, qui a dirigé ma thèse, qui s'appelle Être noir en France au XVIIIe siècle. Donc ça veut tout dire. Et en gros, à l'époque, moi je cherchais un sujet de thèse à l'école des chartes et je lui ai envoyé un mail en me disant j'ai lu votre livre, je trouve que le sujet est passionnant, qu'est-ce que vous me conseillerez sur la question? Et c'est lui qui m'a dit là en l'occurrence, il y a une ville qu'on connaît encore pas trop alors qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est Bordeaux. Et il m'a dit un peu il y a ce terrain-là qui reste à faire, je sais pas ce qu'on va y trouver, mais si vous voulez y aller, allez-y. Et donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai passé 4 ans à étudier le terrain bordelais. En l'occurrence, mon intuition était très juste. C'était aussi un terrain qui avait été un petit peu déblayé par Dominique Rogers, qui est universitaire martiniquaise, et en fait qui dans un article brillant avait déjà esquissé toutes les pistes que moi après j'ai pu, que j'ai pu confirmer en allant aux archives et en dépouillant beaucoup de masse. Donc voilà, en gros c'était un petit peu une intuition de d'autres collègues historiens qui m'ont dit par contre il faut vraiment qu'on s'y attelle vraiment et qu'on ait plus de masse, plus d'archives que les intuitions et ce qu'on peut percevoir de loin, de manière assez lointaine. Et du coup, ce que je fais en archive, alors souvent, moi en gros j'ai commencé, parce que c'est un peu la philosophie de l'école des chartes, un peu à rebours, c'est-à-dire que moi j'ai d'abord commencé par les archives souvent, avant de m'intéresser à la bibliographie, ce qui n'est pas forcément la meilleure méthode, je ne ferai plus comme ça forcément aujourd'hui, mais en tout cas à l'école des chartes on a vraiment été habitué à aller au contact de l'archive et à ne pas avoir peur. Il y a un truc qu'on nous a beaucoup appris, c'est tout con, mais c'est le classement des archives, donc c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on va trouver plutôt tel type de document, parce qu'en fait c'est classé un peu partout, pareil en France. Et à partir de là, c'est juste une confrontation, c'est-à-dire qu'on va aux archives, on commande des cartons, que d'ailleurs tout le monde peut commander, moi je peux commander, mais vous pouvez commander si ça vous intéresse, c'est librement accessible à tout le monde. Et après, on lit, on lit des tonnes et des tonnes de papier. Moi en l'occurrence, j'avais pas vraiment d'archives spécifiquement dédiées aux personnes de couleur, à part les recensements, donc ça a été beaucoup de relecture d'archives qui étaient déjà connues, donc des registres paroissiaux, donc l'ancêtre de l'état civil, des listes de passagers qui arrivaient à Bordeaux, et juste, je me disais, je lis tout ce que je peux lire au maximum, et je relève toutes les personnes que je croise, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une espèce de, enfin c'est pas même une base de données, c'est un tableur Excel, donc c'est pas top, et je ne referai pas ça aujourd'hui, mais en gros c'est ça à quoi j'ai abouti. Donc voilà, c'est beaucoup de lectures d'archives, et après on complète ça avec des lectures de d'autres historiens qui ont écrit sur la question, soit sur la même question mais dans d'autres villes, soit qui par exemple ont étudié des phénomènes plus larges. Donc moi j'ai beaucoup lu sur globalement la vie quotidienne à Bordeaux du XVIIe siècle pour comprendre comment les esclaves libres de couleur s'y inséraient. Donc ça veut dire quoi être domestique à Bordeaux, ça veut dire quoi exercer un métier d'artisanat à Bordeaux, enfin voilà, toutes ces choses. Et à la fin, en croisant à la fois ce qu'on dit des personnes avec leur propre point de vue sur les archives et moi ce que j'ai voulu en tirer, on arrive comme ça à relire différemment les archives et à en tirer d'autres choses. Donc ça c'est un peu le travail d'historien, donc voilà, c'est beaucoup... Moi je passe vraiment beaucoup de temps aux archives parce que c'est ma formation, donc j'ai vraiment tendance à aller beaucoup à la source, des fois à commander des trucs qui ça sert à rien de les commander, ou à me dire je vais tenter, ça marche pas toujours, mais voilà, beaucoup de lectures et de confrontations, et c'est assez long. Moi j'ai pu le faire parce qu'à l'école des chartes on avait vraiment la possibilité d'avoir des grands moments où on n'avait pas de cours, pas de stage, on nous disait juste t'as un mois de libre, donc si tu organises un petit peu, tu te dis ce mois-là je vais le passer entièrement aux archives. Aujourd'hui, c'est plus compliqué à faire ce travail-là, vraiment sur la longueur, où je fais que ça. Mais en tout cas, pour cette thèse-là, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et pour aller dans cette direction, Ouais. par exemple, tu nous parlais un peu tout à l'heure du sentiment de paternalisme qui pouvait guider l'affranchissement. C'est très subtil comme sentiment à réussir à capter. C'est ça en fait qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment savoir déceler, parce qu'on est quand même sur des archives qui sont produites par les dominants. On entend très peu souvent la voix des esclaves qui parlent et qui disent je et qui disent voilà, donc c'est compliqué. Donc on est aussi, comme toutes les archives, on est vraiment sur des biais, c'est-à-dire qu'on va montrer un aspect de la réalité et plutôt ce qui nous arrange. En l'occurrence, le paternalisme, il est beaucoup connu parce qu'en fait, ça a été beaucoup étudié par ailleurs par d'autres historiens qui ont étudié le phénomène de la domesticité. Et ce que je constatais, c'est qu'on avait vraiment un peu les mêmes réflexes et le même traitement de l'autre domestique, qu'il soit noir ou blanc. En tout cas, il y avait un peu la même posture, on va dire, de la personne. Par exemple, notamment sur l'aspect religieux.
il y a vraiment le propriétaire d'esclaves ou le maître de domestique qui se considère comme étant le prêtre, pas le prêtre, mais en tout cas le père religieux de la maison, c'est-à-dire que c'est voilà, celui qui va encadrer le fait qu'on va à la messe. Il y a beaucoup d'esclaves, par exemple, qui sont baptisés du fait de leur maître, donc il y a cette posture-là. J'aimerais citer un deuxième exemple sur le fait que des fois les archives, il faut un petit peu les prendre différemment. C'est le cas, par exemple, d'esclaves assez jeunes, qui ont entre 20 et 25 ans, de femmes esclaves, qui arrivent faire baptiser un enfant qui est métis et qui a né de père inconnu. Quand on voit ça dans les archives, c'est vrai qu'il faut avoir une posture un petit peu critique. Il ne faut pas se dire, ça veut dire qu'elle a connu une romance épique avec quelqu'un qu'elle a croisé un soir et cet enfant est le fruit de leur amour. On n'est pas du tout dans ça. Il faut plutôt se dire, là, on est quelqu'un qui est esclave, donc qui n'a pas beaucoup de liberté de circulation. Un enfant qui naît, qui est identifié comme métis, donc ça veut dire que le père inconnu est forcément blanc. Le père ne reconnaît pas son enfant. Donc on est très vraisemblablement à 99% dans une situation où c'est une domination sexuelle en fait. Où on n'est pas dans une relation qui a été librement consentie et choisie. Et donc c'est aussi tout ce recul-là qu'il faut avoir par rapport aux archives et pouvoir se dire, des fois, avec des petits indices, c'est pas clairement marqué, mais se dire, là, on est quand même dans une situation qui est un peu suspecte, quoi. Il ne faut pas se prendre avec des lunettes roses sur le nez, quoi. Il y aura une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Moi, ça serait au niveau des gains. Est-ce que vous avez des sources sur les gains de vendre en esclave, par exemple? Ouais, alors ça, c'est pas trop l'objet de ma thèse, parce que moi, je m'intéressais vraiment au quotidien. Non, c'est ce que ouais. Mais on connaît les gains. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le commerce triangulaire n'était pas spécialement... En fait, ce qui rapportait le plus d'argent, c'était l'exportation des produits agricoles. Par contre, la traite négrière en soi, c'était un business qui était en fait assez risqué, qui permettait de faire des bons profits, mais qui régulièrement aussi échouait pour tout un tas de raisons. Notamment parce qu'il y avait beaucoup de maladies à bord, des gens qui mouraient, des marins qui mouraient. Donc c'était pour ça aussi que souvent les familles qui se livrent à la traite négrière, elles ne font pas que ça. Elles vont faire peut-être 2 ou 3 fois, 4, 5 pour les plus audacieuses, mais souvent c'est plutôt on investit 1 ou 2 fois dans ça. Et en fait, le vrai truc qui va rapporter de l'argent, c'est d'importer des produits coloniaux qui ont été produits par les esclaves. Après, on a aussi des mentions on sait à combien sont vendus les esclaves, par exemple, aux Antilles. Donc il y a un petit peu un cours comme ça, un cours financier. Mais c'est pas précisément ce sur quoi je me suis focalisée. Mais en tout cas, effectivement, on a des archives financières, des archives de comptabilité en métropole et aux Antilles qui permettent de voir l'argent qui est brassé à la fois par la traite négrière directement et puis globalement par le commerce colonial. Et au-delà des archives, par exemple, est-ce que vous n'avez pas juste un auteur à recommander sur ces questions de gains? Parce qu'il y a beaucoup on entend régulièrement, peut-être un peu moins pour le commerce triangulaire, mais pour le colonialisme, que somme toute, ça coûtait plus, c'était pas si rentable que ça, on entend ce discours-là, et donc est-ce qu'il n'y aura pas des auteurs qui auront traité alors moi après je connais bien Bordeaux. Donc Bordeaux notamment, il y a Paul Butel qui a fait une grosse somme sur le commerce bordelais, qui a beaucoup étudié les trafics d'argent entre en tout cas ce qu'on importait et à combien ça se chiffrait. Il y a Eric Seguera aussi qui a travaillé pour la traite, en l'occurrence, sur la traite négrière à Bordeaux. Après il y en a un nom qui revient souvent, c'est Olivier Pétré-Grenouillot, qui a une approche plus globale sur l'ensemble du territoire métropolitain, et lui pareil juste sur la traite pour le coup. Mais voilà, c'est peut-être quelques noms qui pourraient vous permettre de... Pétré-Grenouillot. Par ailleurs, il y a eu quelques polémiques autour de ce dernier ouvrage, mais en tout cas, les premiers qu'il a fait étaient assez solides et c'était des bonnes synthèses, notamment sur l'aspect financier, notamment de ces affaires. Les liens sont disponibles en bas de cette vidéo pour ceux qui nous regardent. Et par exemple, sur Bordeaux, on parle tout le temps du vin. En fait, on dit que Bordeaux a fait sa richesse avec le vin, à partir du moment où ils ont exporté avec les pays d'Europe du Nord, anglo-saxons, etc., les claret, etc. Ouais. En fin de compte, Bordeaux s'est plus enrichi avec les produits des colonies qu'avec le vin à cette période-là. En fait, oui, c'est ça. En fait, ça dépend de la période. Moi, c'est une remarque qu'on m'a fait la dernière fois. On m'a dit oui, mais vous parlez des colonies, vous ne parlez pas du vin. Oui, c'est sûr que je n'allais pas parler du vin avec mon sujet. Le vin, en fait, c'était effectivement une grosse source de richesse, mais plutôt à d'autres périodes. Comme par exemple à Toulouse, au XVIe siècle, la grosse richesse de la ville, c'est le pastel. Et après, les périodes suivantes, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, ça veut juste dire qu'on est dans des trafics de produits qui vont évoluer comme aujourd'hui, l'offre et la demande, je vous apprends rien. Donc effectivement, le vin à Bordeaux, ça a été important avant, c'est important à la fin du XIXe siècle et pareil au XXe siècle, mais il n'empêche que le gros de la production, on sait aujourd'hui que la fortune de Bordeaux, au XVIIIe siècle en tout cas,
la grande majorité de ce qu'on reçoit, c'est une fortune qui est faite aux colonies. Donc ça ne veut pas dire que le commerce du vin et son importance n'a pas existé, c'est juste dire, à cette période-là, ce qui rapportait le plus, c'était pas d'investir dans la vigne, c'est d'investir aux Antilles. Et pour avoir été beaucoup à Bordeaux, est-ce que vous avez eu l'impression que la ville était prête à commencer à un peu se pencher sur cette question et à reconnaître cette histoire-là et à la... Ça dépend, j'ai envie de dire. Avec les institutions, c'est de plus en plus facile. Je suis de plus en plus appelée par des archives ou des bibliothèques pour faire des conférences. Donc ça veut dire qu'en tout cas, au niveau des institutions, il y a une prise en charge de cette mémoire-là. Avec la mairie, c'est plus compliqué. On sent qu'ils ont envie d'avoir leur propre discours dessus, qui n'est pas forcément faux, mais qui a tendance un petit peu à exclure les historiens de ce discours-là. Voilà, donc ils font un peu à leur méthode là, sans trop inclure, on va dire, les associations et les historiens, ce qui je trouve est un peu dommage, parce que je pense qu'on aurait beaucoup à faire en travaillant tous ensemble. Et puis, au niveau des particuliers, c'est très différent. On sent qu'il y a des gens qui sont très intéressés, des gens, notamment, moi il y a pas mal de gens retraités qui viennent à mes conférences, mais c'est normal parce qu'ils ont le temps. Donc il y en a qui sont très intéressés, qui sont très impliqués, et puis d'autres qui au contraire sont plutôt dans une posture, non pas de confrontation, mais qui vont effectivement un peu revenir sur et le vin, et est-ce qu'on peut vraiment parler de port colonial si on parle juste d'import de produits coloniaux, un peu dans le déni, quoi. Oui, un peu, voilà. Je pense que c'est sûr que ça dérange en fait de dire toute cette richesse-là, elle a été bâtie sur l'exploitation d'êtres humains de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, je dirais que c'est très varié, mais que j'ai quand même l'impression qu'on est dans du mieux, on n'est pas non plus dans des œillères totales. La mairie de Bordeaux, d'ailleurs, a érigé une statue pour rendre hommage à l'une des esclaves bordelaises qui a vécu dans la ville. Donc je pense qu'on est globalement dans une bonne dynamique, et j'espère qu'on va continuer comme ça, et que surtout, en fait, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'en emparent, parce que c'est un sujet qui, comme je l'ai vu, est très vaste, il y a encore beaucoup à faire. Là, moi, je commence qu'à effleurer. Il y aurait à faire ça pour avant la période que j'ai étudiée, après la période que j'ai étudiée, dans d'autres villes, etc. Et moi, je pense que le plus important, c'est que plein de personnes s'emparent de ce sujet, que je ne sois pas la seule à en parler. Je suis déjà pas la seule à en parler d'ailleurs, mais qu'il y a encore plus de personnes qui s'investissent, et voilà, que ça devienne vraiment, en fait, que tout le monde en a entendu parler à un moment de sa vie, et que ce soit plus trop une surprise de dire, en fait, il y avait des esclaves en France. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'est devenue cette communauté de livres de couleur? Ouais. Est-ce qu'on arrive à la suivre? Ouais, on arrive un petit peu à la suivre. Il y a un peu trois destins. Il y a ceux qui repartent aux Antilles, notamment certains qui, à la fin de leur vie, arrivent à avoir une propriété colonie, ou lorsqu'ils voient que Haïti est indépendante, en fait, ils reviennent. D'autres vont mourir en France, très simplement, parce que ce sont des personnes âgées. Et puis d'autres vont, il y en a qui vont mourir sans descendance, il y en a qui vont mourir avec une descendance, qu'on peut suivre un petit peu, pour certains, pas tous. Voilà, donc c'est un peu les destins qui se passent. Là aussi, c'est pas forcément facile en fait de repérer quand est-ce qu'il meurt, parce que tu sais pas si la personne meurt à 30, à 40, à 50, à 60, mais oui, c'est soit une mort en métropole, soit un retour aux Antilles. Ouais. Déjà, merci pour la présentation. Moi, je me demandais quel était le statut juridique des esclaves et quel était le droit des esclavagistes sur leurs esclaves. Alors, est-ce que s'ils tuaient l'esclave, ça posait problème juridiquement ou pas? Alors, il y avait un texte juridique qui réglemente tout ça, s'appelle le Code noir. L'esclave est considéré comme un bien meuble. Donc, le bien meuble, c'est un statut particulier. En tout cas, en gros, le Code noir essayait de légiférer en partie et d'encadrer la question des violences, parce que sous l'Ancien Régime, globalement, on est dans une situation où on essaye de légiférer la violence et que la violence devienne quelque chose d'encadré par l'État et ne soit plus le fait des personnes individuelles. Donc on retrouve ça dans le Code noir, c'est-à-dire c'est le Code noir qui décide des peines, qui décide à partir de quand un esclave doit être mis à mort, etc. Après, il y a aussi beaucoup d'entorses au Code noir, et dans les faits, il y a des propriétaires qui... déjà le Code noir en soi, je veux dire, légiférer sur à partir de quand, si un esclave est en fuite, on lui coupe la main, etc. On n'est pas dans une législation qui est favorable. Mais il y a également des propriétaires qui font justice eux-mêmes, on le sait aux Antilles, parce que les esclaves n'ont pas moyen de se défendre, quoi. Ils sont dans des plantations
qui sont loin de la ville, qui sont isolés. Donc si un propriétaire décide d'exécuter un esclave, on n'a pas forcément la police qui débarque dans les 5 minutes, quoi. Mais à Bordeaux aussi? Alors à Bordeaux, pour le coup, c'est plus compliqué. Je dirais plutôt qu'on est dans des phénomènes en tout cas de maltraitance qui débouchent sur la mort d'esclaves. Par exemple des maltraitances physiques ou des esclaves qui sont sous-alimentés et qu'on va retrouver à l'hôpital en étant dans des situations voilà, qui sont pas top ou des maladies qui ne sont pas traitées. Je n'ai pas en tout cas croisé de cas d'esclaves exécutés, on va dire, sans sommation, qui du coup auraient été portés devant la justice. Pour l'instant, je n'ai pas vu. C'est plutôt des morts de maltraitance. Ce qui était d'ailleurs la majorité des cas aux Antilles, quand on voit les squelettes des cimetières d'esclaves, on se rend compte qu'on a beaucoup d'esclaves qui meurent à 30-35 ans avec beaucoup de blessures sur les os. Donc on sait en fait, en lisant les os, qu'ils ont subi beaucoup de violences physiques et c'est ça qui a fait qu'ils sont morts prématurément. Donc je pense qu'on est plutôt dans ce registre-là à Bordeaux. Et une dernière question. Ouais. Et vous avez parlé du coup des livres de couleur qui avaient acquis un certain statut après plusieurs générations. Comment ils vivaient du coup quotidiennement, j'imagine par rapport aux personnes, les élites dont vous avez parlé qui étaient anciennement esclavagistes? Est-ce qu'il y avait un racisme? Est-ce que ça se passait Alors je dirais que sur le plan économique et social, on est vraiment sur les mêmes dynamiques, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont riches, c'est des personnes qui ont je veux dire, la même religion, et qui ont les mêmes méthodes de sociabilisation. Après, c'est sûr que malgré tout ça et malgré la volonté libre de couleur d'être le plus blanc possible, on va dire, ça n'empêchait pas que les blancs avaient du racisme pour les libres de couleur. Ça se voit à Bordeaux, par exemple, dans le cadre d'un mariage, qui est le mariage de Jean-François Février. Donc Jean-François Février, c'est un carteron, comme les Raymond, donc sa grand-mère était esclave, et il veut se marier avec une fille du cru, avec une fille bordelaise qui est veuve, et en fait la famille, la fille s'oppose au mariage, en ne disant pas clairement on s'y oppose parce qu'il est, enfin, parce qu'il est métis, mais en disant c'est un bâtard. En tout cas, on le perçoit très clairement. Le mot n'est pas dit, mais quand on lit la famille, la litanie qu'elle fait sur cette personne, on comprend très bien que ce qui pose problème chez ce garçon, c'est pas sa fortune, c'est ses origines antillaises. En l'occurrence, la fille, elle est veuve, elle est majeure, donc elle va dire ça m'est égal. Elle va aller s'enfermer au couvent et elle va se marier sans tenir compte de la vie de sa famille. Mais en tout cas, on sait par des petites. C'est beaucoup de choses en fait. Ce qui est très compliqué, c'est que c'est jamais dit clairement écrit sous tous les toits, c'est des choses très latentes. Aussi parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des familles blanches qui ont des demi-frères et des demi-sœurs qui sont métisses. Donc il y a aussi toute cette espèce de tension familiale où tu as la famille officielle et puis la famille officieuse. Et voilà, c'est rarement dit, proclamé à haute voix, mais dans la lecture des archives, on sent bien qu'en tout cas pour les élites de la société, ça pose toujours un problème d'avoir un lien avec quelqu'un qui est identifié comme métis. Voilà, c'est pas quelque chose qui est accepté, même si ce sont des personnes qui économiquement et socialement leur ressemblent en tout point. Alors, tu avais une question? Oui, une dernière question. Du coup, dans les paroisses, les livres de couleur, ils communient aussi avec les blancs ou c'est séparé? Alors ça, c'est difficile à savoir. Moi, tout ce que pour l'instant j'ai lu dans les registres paroissiaux, c'est les mariages et les baptêmes. Ouais. Donc je sais qu'ils peuvent venir faire baptiser leur enfant, que les mariages ne sont pas interdits, parce que pareil, il y avait une législation qui temporairement avait essayé d'interdire les mariages à l'église des libres de couleur, qui a été appliquée par quelques prêtres sur le territoire français, mais vraiment très très peu, et en fait la grande majorité ne se soucie pas du tout de la législation, et puis ils mariaient les couples mixtes vraiment sans problème. C'est compliqué effectivement de savoir concrètement dans la paroisse comment ça s'organise. C'est encore des fonds d'archives qui sont vraiment différents et que j'ai pas trop eu l'occasion d'aller voir. Mais pareil, c'est une très bonne question. Là, j'ai eu 2 questions sur la vie paroissiale. Franchement, ça vaudrait le coup. Peut-être que ça vaudrait le coup. Je me demande s'il n'y a pas Yvette Fagour qui avait fait un mémoire, c'est même sûr. Elle a fait un mémoire sur la présence noire dans les paroisses de Sainte-Croix et Saint-Michel, de Sainte-Croix et Saint-Michel, qui sont 2 paroisses bordelaises. Je crois qu'elle a surtout étudié les registres de baptême, mais vu que j'ai l'impression qu'elle a plutôt une approche justement source religieuse, peut-être qu'elle aura des choses supplémentaires. C'est un M2, M1, donc c'est compliqué à voir. Moi, j'ai eu accès aux chiffres essentiellement qu'elle avait trouvés. Peut-être qu'elle aura des sources, des indications plus qualitatives. De rien. Merci beaucoup, Merci Julie, à toi. pour cette présentation. Je pense que, comme moi, vous avez encore beaucoup de questions et beaucoup de sujets à évoquer. Donc déjà, on va t'applaudir. Merci infiniment d'être venu nous présenter.
Merci.